Et salut tout le monde, c'est Rototo, on se retrouve pour le 15e épisode de ma série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder, pour parler aujourd'hui d'un avion particulier que vous avez sous les yeux qui est le Kawasaki Ki-45 Kotoryu, dit NIC, code allié, hein. Avant qu'on aille plus loin dans la désignation de cet avion, dans ses caractéristiques techniques, dans son histoire, comme vous le savez, pour ceux qui commencent à connaître un peu la série maintenant, on commence toujours par une première présentation avant de faire ensuite une mise en situation réelle, si on peut dire, de la bataille et donc en fait une comparaison entre la simulation du jeu et la fiche technique. Avant qu'on aille plus loin, je voudrais déjà surtout faire un petit clin d'œil, un remerciement à un joueur qui m'a aimablement répondu sur le forum français de War Thunder. J'ai nommé XV8 Crisis, qui m'a donc aidé à essayer de comprendre comment fonctionnait le système de code de désignation des alliés pour les avions japonais. Il m'a donc envoyé un lien que vous pouvez vérifier facilement, hein. C'est du Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même bien fait. Alors ça répond pas véritablement à ma question au départ, qui était de savoir de quelle manière mémotechnique les alliés procédaient pour donner des noms, mais ça répond en tout cas au motif. Alors je vais vous expliquer très rapidement, vous allez comprendre en fait le principe était le suivant, c'est-à-dire que les Japonais avaient une façon de désigner leurs avions qui était assez complexe, trop complexe pour les alliés, en fait, ils désignaient leurs avions sur deux noms. D'abord un nom qui était à peu près classique, c'est-à-dire le nom du fabricant de l'avion et sa désignation alphanumérique, hein. Et ensuite le type de l'appareil et la mise en service de l'appareil. Et ça, c'était le nom militaire. Donc ça donnait par exemple, si on prend l'avion que nous avions vu précédemment, c'est-à-dire le D3A1, le Aichi D3A1, ça donnerait donc premier nom Aichi D3A, deuxième nom bombardier en piqué type 99. Et pourquoi type 99? Parce que c'est l'année de sa mise en service selon le calendrier impérial, c'est-à-dire l'année 2599 du calendrier impérial japonais, qui correspondait donc à 1939 dans le calendrier grégorien. Et donc si on reprend notre Ki-45 Kawasaki Kotoryu, dont le nom de code était NIC. En fait, le premier nom est bien Kawasaki Ka-45, son deuxième, chasseur biplace type 2, car mise en service au cours de l'année 1942. Voilà. Donc ça répond en partie à la question, pourquoi les Alliés donnaient des noms de code. En revanche, ce que je n'ai toujours pas réussi à trouver, c'est de quelle manière ils procédaient, à savoir, est-ce que c'était complètement par hasard, est-ce que c'était l'état-major américain ou anglais qui donnait un nom comme ça au pif en pensant, j'en sais rien moi, à son meilleur pote ou au nom de son chien, aucune idée dans les médias. Donc si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Alors on va commencer à parler donc de ce fameux avion Kawasaki Ki-45 que vous avez sous les yeux ici. Donc comme la désignation militaire japonaise le dit, il s'agit bien d'un chasseur biplace. En fait c'est un chasseur qui s'inspire du Messerschmitt Bf-110, hein. Vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que les Japonais et les Allemands avaient de très bons rapports, et donc il y avait une coopération technique. Et très rapidement, l'état-major japonais a eu besoin de développer un chasseur à très long rayon d'action, qui permettait de pouvoir escorter ses propres bombardiers dans les missions d'attaque. Les Allemands avaient le même problème et eux avaient développé de leur côté un chasseur bimoteur qui était donc le Bf-110, dont on parlera dans une future vidéo, puisqu'il s'agit d'un chasseur deuxième génération sur les avions de l'Axe dans War Thunder. Là par contre il s'agit bien d'un chasseur première génération japonais, mais inspiré donc de ce Bf-110. Voilà. Alors au niveau de la motorisation, ce sont en fait des moteurs Nakajima HA25 de 1000 chevaux qui sont exactement les mêmes que ceux qui équipent les Zero. Simplement, ils sont montés sur des nacelles au niveau de chaque aile pour lui permettre donc ce fameux rayon d'action nécessaire pour l'escorte des bombardiers. Voilà. Au niveau de l'armement, c'est bien plus important que ce qui concerne les chasseurs que nous avions abordés jusque-là, puisqu'il est équipé de deux mitrailleuses 12-7 dans le nez, que vous avez ici, plus un canon de 20 mm sous le ventre, qui est ici, vous pouvez l'apercevoir, hein. Et enfin une mitrailleuse de 7,7 en nacelle à l'arrière pour la défense. Voilà. On va lancer l'attaque dans quelques minutes, hein, quelques secondes plutôt, on est déjà pas loin de 5 minutes, donc on va pas trop tarder. Juste pour terminer, deux mots avant qu'on attaque, hein, c'est un avion qui est finalement d'une conception somme toute très classique, hein, un fuselage avec une seule dérive, des ailes basses, et finalement bon, rien d'extraordinaire en soi.
Le problème, c'est que il a eu le même souci que la plupart de ses homologues, si je puis dire, allemands, anglais ou autres, c'est-à-dire les avions à très long rayon d'action, c'est qu'il n'est pas amené à pouvoir devenir un chasseur à proprement parler. C'est-à-dire que si vous le mettez en concurrence avec des chasseurs, de véritables intercepteurs, il manque totalement de manœuvrabilité et il est donc très, très régulièrement surclassé. Hein. D'ailleurs, je l'expliquais dans une autre vidéo, je ne sais plus de quel avion il s'agissait, mais j'expliquais que pendant la bataille de France et pendant la bataille d'Angleterre, les Messerschmitt Bf-110 ont subi des pertes absolument catastrophiques. Hein. 300 Bf-110 défendus rien que sur la bataille d'Angleterre. Donc ça démontre bien l'incapacité de ce type d'avion à lutter contre des chasseurs. Et comme sa mission était au départ l'escorte, l'état-major l'a très vite retiré, puisqu'il dit ça sert à rien de perdre des avions qui ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes. Voilà. Et donc la mission de ce type d'avion, c'est devenu très rapidement la mission de chasseur de nuit. Pourquoi chasseur de nuit? On va en parler rapidement. La désignation chasseur de nuit vient du fait que au début de la guerre, les radars emportés étaient beaucoup trop importants en termes de volume est beaucoup trop complexe pour être utilisé uniquement par le pilote. Donc quand on voulait utiliser un chasseur ou un intercepteur ou un avion de nuit, il lui fallait quand même un radar compte tenu du fait qu'il volait aux instruments donc en pleine nuit pour pouvoir se repérer et pouvoir repérer les intercepteurs ou les chasseurs ou les bombardiers ennemis, il fallait ce radar. Et donc pour pouvoir utiliser un radar, il fallait un opérateur qui s'en charge et il fallait suffisamment de place pour le transporter. Et donc ce sont les avions bimoteurs de ce type-là qui transportaient ces fameux radars avec le mitrailleur qui pouvait servir d'opérateur pour guider le pilote qui lui ensuite se chargeait de descendre le bombardier. Voilà. Donc ce type d'avion, comme le Bf-110, comme le Mosquito également britannique, ont été utilisés dans les premières années de la guerre comme chasseurs de nuit avant que la miniaturisation permette d'équiper des chasseurs monoplaces qui pouvaient faire le même type de travail plus tard. Voilà. En dehors de ces missions de chasseurs de nuit, on l'a aussi beaucoup utilisé comme chasseur naval. Hein. Il a des missions d'attaque notamment de sous-marins ou de navires de surface de petite taille bien évidemment puisque ça n'est pas un bombardier, il faut le rappeler. Je ne crois pas me souvenir qu'on puisse... Attendez, je vais vérifier quand même. Je ne crois pas me souvenir qu'on puisse... Non, il n'a pas de bombe, voilà, je confirme. Hein. Il n'a aucune bombe ni aucun panier de roquettes, donc il ne peut se servir que de ses mitrailleuses et de son canon. Donc autant dire que pour attaquer un porte-avions avec ça, c'est pas vraiment utile. Hein. C'est plutôt pour attaquer un navire de petite taille, une vedette, un destroyer, ou bien éventuellement un sous-marin en surface. Voilà. Et puis donc pour finir, il a été utilisé également comme avion d'attaque au sol et malheureusement comme la plupart des avions japonais vers la fin de la guerre comme kamikaze, ce qui était un petit peu la fin tragique de toute l'aviation japonaise à cette période. Voilà. Je lance la bataille immédiatement. On va commencer donc à vérifier ses capacités en vol. Je l'ai un peu utilisé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je m'en rappelle un petit peu. Je peux vous dire que c'est véritablement une casserole. J'ai fait une vidéo récemment pour répondre à un internaute qui m'avait posé des questions en ce qui concerne un problème qu'il rencontrait. C'est un joueur débutant qui ne connaît pas vraiment le jeu encore. Et il me disait avoir des difficultés lorsqu'il tournait en virage avec son avion parce que ce dernier avait tendance systématiquement à plonger du nez et à perdre de la vitesse et de l'altitude. Alors j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes pour le lui expliquer. D'ailleurs s'il me regarde, je l'invite à la consulter. Et je lui expliquais que certains avions viraient plus ou moins bien. Et bien je peux vous dire que le Kawasaki Ki-45, c'est effectivement un avion qui vire très très mal. D'ailleurs, vous le remarquez tout de suite, là, hop, on s'en aperçoit, hein, il plonge. Et donc très difficile de se lancer dans un combat aérien et encore moins dans un dogfight avec un intercepteur ennemi. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le cantonner à une mission d'attaque des bombardiers. Alors, on va donc essayer de prendre un peu d'altitude. On regarde un peu la carte. On va essayer d'éviter les intercepteurs ennemis. Là je vois des PBY et des Ki-43 là-bas, donc on va essayer de contourner les intercepteurs, de prendre de l'altitude sans perdre trop de vitesse et d'essayer de nous contenter de faire le boulot qui devrait être le nôtre, à savoir donc intercepteur de bombardier. Petite précision également, j'en profite pour saluer un joueur de War Thunder qui m'a envoyé également un message sur le chat. Il s'agit de Panzer08. Panzer08 très gentiment a remarqué donc que je faisais une série de vidéos et il me proposait de participer à ces vidéos avec son escadrille si besoin, mais en bataille réaliste, en me disant au final ce sera
serait quand même peut-être un peu plus sympathique, compte tenu de la série qui se veut réaliste, de faire des batailles plutôt réalistes que des batailles d'arcade. Alors, c'est très gentil de sa part, je n'exclus pas de le faire un jour, mais pour l'instant, je ne veux pas trop, pour deux raisons. La première, c'est que c'est déjà assez difficile de commenter en arcade, et je me dis, alors là, en réaliste, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Et la seconde, c'est que je pense que les vidéos en réaliste sont trop longues. Voilà. Donc le but, c'est d'essayer de faire des vidéos relativement courtes et assez spectaculaires, pour qu'on puisse s'amuser un peu en même temps, pas trop se prendre au sérieux. Si c'est me voir voler pendant 10 minutes avant de rencontrer une cible qui va m'abattre piteusement au bout de 30 secondes, je vois pas trop l'intérêt de la chose. Là, on s'approche d'un PBY, on vole suffisamment vite, hein, 505 km/h, c'est à peu près la vitesse de la fiche technique, hein, c'est tout à fait ça. Donc ça correspond bien au niveau de la simulation. Pour l'instant, aucune mauvaise surprise, on est vraiment dans quelque chose de très proche au niveau simulation de l'avion historique. On va s'approcher dans les 6 heures du PBY, on va se méfier des mitrailleuses. Oh non, bah alors là, pas de... Ah, je suis dégoûté. Il s'est fait descendre bêtement par la DCA. Non, mais merde. Pardon. Excusez-moi, je suis dégoûté. Tout ça pour rien, là, ouais, on vient de perdre 3 minutes de vidéo. J'étais content, là, je voulais faire ma petite démonstration. Mais bon sang, tu pouvais pas attendre que je te descende, non, désolé, c'est pas possible, ça. C'est horrible. Bon, bah alors maintenant, écoutez, tant pis, on va être obligé de se lancer dans un combat perdu d'avance contre les intercepteurs. Parce que j'ai bien l'impression que nos amis d'en face n'ont pas mis en service beaucoup de bombardiers. Pour ceux qui découvrent le jeu, il faut savoir que vous avez le choix... Ah si, un autre PBY là-bas, ouf, on va essayer de le prendre. Vous avez le choix du type d'avion que vous voulez utiliser au début de la bataille. Beaucoup de joueurs préfèrent prendre des intercepteurs parce que c'est plus fun, et puis surtout parce que les kills leur permettent de grimper plus vite au classement que dans les missions de bombardement. Je trouve moi aussi d'ailleurs au niveau gameplay, peut-être que Genji devrait faire quelque chose là-dessus parce que très honnêtement c'est difficile de prendre des points en jouant bombardier. Dieu sait que j'ai joué bombardier souvent. C'est très important le bombardier pour permettre à l'équipe de gagner, mais je trouve que c'est un rôle un peu trop ingrat à mon sens. On va pas arriver à l'avoir, hein. Il y a déjà un KI-45, vous voyez, qui m'a doublé. Bah, lui il fait son boulot, remarquez, hein, le KI-45 pour le coup vient de faire son travail. Le travail que j'essayais de faire, malheureusement il m'a piqué la place, quoique le PBY n'est que blessé, on va peut-être pouvoir l'intercepter si j'arrive à portée de tir. Pour l'instant, je m'en approche. Alors, il descend en chute libre. Est-ce qu'il est... Ah non, je crois qu'il va s'écraser là. Ouais, non, il n'est pas en train de faire une manœuvre d'esquive. Si, il essaie de esquiver. Bon, alors attendez, on va essayer de l'intercepter. Je m'approche, on est encore à 900 mètres environ. Il remonte, ça va lui faire perdre de la vitesse, ce qui me permettra de le rattraper assez vite. Voilà, on y va, allez. Alors, je vise le moteur. Hop. Vous voyez que, par contre, le problème, c'est que il a une vitesse très faible. Donc, difficile pour moi de ne pas lui passer devant. Mais il est résistant, hein, quand même. Hein. Il est résistant. Imaginez ce que je lui mets. Alors, je suis pas en configuration Elite. Hop là. Je suis pas en configuration Elite, donc en fait, mes munitions ne sont pas upgradées. Mais même avec des coups de canon de 20 mm, hein, j'arrive toujours pas à le descendre. Alors, hop. Là je perds, oh là, je perds de la vitesse et de l'altitude. Il est encore debout, hein, c'est impressionnant. Je remonte légèrement. Allez, on y va, allez. Il est toujours pas mort, c'est incroyable. Bon, là il est à 610 mètres, ça fait un peu loin. Il est en train de me distancer. Ah, je suis obligé de baisser. Je suis obligé de baisser du nez parce que je perds en vitesse. Là, je n'étais plus qu'à... À 190 km/h, je remonte en vitesse. Par contre, au niveau de l'altitude, je suis assez faible. Je peux peut-être encore la voir. Allez, encore quelques coups là. Mais tu vas mourir, oui. Il est très très solide. Hein. Il y a des moments où vraiment, je me demande quand même si on n'est pas face à des joueurs qui sont un peu hackés. Voilà, on a quand même réussi. Bon, ouais, bah écoutez. Alors, par contre, j'ai quelqu'un dans mes 6 heures du coup là, voyons voir, qu'est-ce que j'ai. Non, ce sont d'autres intercepteurs, c'est très bien. Bon, on a pu passer devant. Oui, je me disais, je me demande quand même parfois s'il n'y a pas des joueurs un peu cheatés, un peu codés quand même, parce que je veux bien croire que un avion, un bombardier, c'est difficile à abattre, c'est solide, c'est résistant, et pour cause quand même, parce que faut comprendre que même au niveau du jeu, vous avez peu de chances de vous évader. Hein. La seule chose que vous pouvez espérer faire, on va essayer d'avoir la HE-112 si on peut. La seule chose que vous pouvez espérer faire,
c'est... Excusez-moi, je suis concentré 2 secondes là. Ouais, il fait pas vraiment mal, hein. Je veux dire, pour un canon de 20 mm, il fait pas très mal quand même. Bon, je l'ai loupé. Alors on s'évade, on s'en va de là. Je disais donc voilà que c'est difficile pour un bombardier d'esquiver les tirs, donc il peut compter que sur sa solidité et sur le travail de son équipage de mitrailleurs. Bah, regardez, même le Gladiator, hein, j'ai du mal à l'avoir, hein. J'ai vraiment du mal à l'avoir, hein. Le canon de 20 mm, quand il n'est pas upgradé, sur cette simulation, je le trouve un peu léger, permettez-moi de le dire. Mais bon, alors il faut rappeler peut-être que c'est quand même un jeu, donc là on est encore en niveau 1. Je pense que le développeur n'a pas voulu faire un canon trop puissant, qui pourrait être une arme de destruction massive, on va dire, pour des joueurs débutants. Enfin quand même, hein, un canon de 20 mm et 2 mitrailleuses 12-7, le peu de dégâts que j'arrive à infliger, là théoriquement, le Gladiator, il aurait dû se prendre un coup critique direct. Vous êtes à moins de 500 mètres, vous lui balancez des tirs de 12 mm en double, plus un 20 mm normalement, avec un avion de ce type, un biplan, il explose, hein, mais bon. Voilà, donc là je mettrai un petit bémol, c'est la première fois depuis qu'on fait des simulations que je le ferai. Je mets un petit bémol par rapport à cette simulation au niveau du réalisme de l'armement. Autant je trouve qu'au niveau du vol en lui-même, de la maniabilité, de la vitesse, on est assez proche, autant je trouve qu'au niveau de l'armement, on est assez faible. Bon là, vous voyez, je vais m'esquiver. Vous voyez, je cherche même pas à essayer de lancer dans un dogfight avec le HE-112. Je préfère utiliser à la limite mon mitrailleur. Voilà. Attendez. Ah, ouais, c'est... Alors, attendez, si je peux réussir à l'avoir. Il est un petit peu loin quand même. On va baisser... Hop. On va baisser en vitesse si possible. Non, il s'éloigne, tant pis. Hop. Je reprends les commandes dans l'axe, voilà. On fait demi-tour. Ça se passe pas trop mal pour l'instant, hein. On est déjà à 16 minutes de vidéo. On a pas mal parlé au début, encore que on a lancé la bataille au bout de 5 minutes, donc ça fait déjà pratiquement 10 minutes de combat. Au niveau du classement, bon, ma foi, on est vers le milieu, c'est pas trop moche. Ça va, je m'attendais à pire avec ce type d'avion. Je pensais que je me ferais descendre très rapidement. Mais finalement, ça se passe pas trop mal. Par contre, il y a beaucoup de monde. Le KI-27 là, est-ce qu'on peut pas essayer de le choper? Coup critique. Bon, hop, on ne cherche pas plus loin. Vous voyez, là tout de suite, je baisse le nez pour essayer d'esquiver les tirs tout en reprenant de la vitesse. Je laisse mon mitrailleur se charger. Ah, il y a du monde derrière. Vous allez voir qu'il va vouloir voilà, il va m'éperonner. Je trouve ça d'une stupidité. Mais alors, j'en étais certain. C'est la grande mode chez les joueurs noobs. Voilà, il se fait esquinter au lieu d'essayer moi je sais pas, d'essayer de m'abattre correctement ou de s'esquiver pour aller se poser tranquillement à l'aérodrome pour se faire réparer. Non, il vient vous rentrer dedans. Je trouve ça lamentable. Alors vraiment, j'insiste là-dessus. Hein, je suis désolé, mais ça m'a toujours mis colère depuis toujours. Je profite justement de l'occasion qui m'est donnée par ces vidéos pour le dire. Je trouve ça scandaleux et on devrait essayer, les développeurs devraient essayer de trouver quelque chose à ce niveau-là pour pénaliser les joueurs qui ont trop recours à ce type de collision. Je sais pas trop comment faire, mais j'imagine quelque chose qui fasse qu'au bout d'un certain nombre de collisions dans un laps de temps défini à l'avance, eh bien vous êtes pénalisé sur votre XP ou autre. Parce que je trouve que c'est vraiment de l'anti-jeu. Voilà. Après, certains m'ont dit sur le chat ou même sur le forum, quand on a eu l'occasion d'en parler, qu'ils trouvaient ça plutôt normal et que ça faisait partie du jeu. Non, je suis désolé, non. Le kamikaze, oui, effectivement, il y a eu des cas où les avions japonais, notamment le Ki-45, étaient utilisés comme kamikaze contre les bombardiers. Je ne le nie pas, je ne le remets pas en cause. Mais bon, très honnêtement, en tout cas, peut-être en réalisme, je l'admettrais davantage. Alors, quand vous êtes en arcade, là, ce type de comportement qui consiste à rentrer dedans parce que vous n'êtes pas capable de faire autrement, excusez-moi de le dire, je trouve que c'est de l'anti-jeu, c'est un peu bête finalement. Ça ne vous apporte rien et ça n'apporte rien aux joueurs adverses. Donc bon, ça c'est mon avis. Vous pouvez réagir à ce que je viens de dire d'ailleurs, hein, si vous avez des commentaires à faire là-dessus, si vous de votre côté vous êtes d'accord avec ce que je dis ou si au contraire vous considérez que c'est bien de continuer à être un kamikaze, eh
bien, dites-le moi, faites-moi part de vos sentiments, de vos impressions. Voilà. Bon, on arrive à 19 minutes, hein, c'est des vidéos qui sont même un peu plus longues, j'essaye toujours de les réduire, mais finalement je pense que le format moyen, ça sera 15-20 minutes et non pas 10-15 comme j'espérais au départ. Donc on va s'arrêter là pour notre KI45. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup à XV8 Crisis pour son coup de main sur les noms de code alliés. Pour Panzer 08, eh bien, on aura l'occasion peut-être de faire un jour ou l'autre une vidéo en réaliste avec l'assistance de ton team, si tu es toujours d'accord pour le faire. Je ne sais pas encore comment ni quand, je vais y réfléchir, mais très honnêtement, dans un premier temps, ça me paraît un peu compliqué, donc on va rester pour l'instant sur de l'arcade pure dans les démos. Voilà. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi si tel est le cas, et je vous dis à très bientôt. À ciao.